Bonjour à tous. Le TP d'aujourd'hui est constitué en deux parties. Première partie, des exercices à faire avec des fonctions Excel. Deuxième partie plus classique, un cours avec un mode opératoire pas à pas qui vous fait utiliser les filtres et les sous-totaux. Cette première vidéo va s'intéresser à la première partie sur les exercices Excel. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un fichier qui contient les données à traiter et l'énoncé, un fichier NoteS1 dont on va se servir à un moment, on en aura besoin, et un fichier valeur à obtenir qui vous donne un exemple de ce que pourraient donner vos résultats une fois que vous auriez fini les exercices. Je vais télécharger ce fichier et je vais vous montrer ce qu'il contient. J'active les modifications. Alors, voici la liste de données avec tout plein de données ici, des colonnes vides laissées. En fait, c'est une liste d'étudiants et pour chaque étudiant, j'ai son numéro, son nom, son prénom, est-ce que c'est une fille ou un garçon, son groupe et son année. Et première question, je dois créer ici la fonction qui va fabriquer automatiquement son nom d'utilisateur. Alors, on vous donne ici dans la feuille énoncée, on vous explique comment est fabriqué ce nom d'utilisateur et en fait toutes les questions sont expliquées ici. Alors je reviens sur ce nom d'utilisateur, on va commencer par ça. On vous dit que c'est la première lettre du prénom suivie du nom de famille, le tout en minuscule, sans aucun espace et sans aucun apostrophe. Pour commencer à créer ça, on va commencer par extraire la première lettre du prénom, en utilisant la fonction gauche, ce qui est écrit ici. Et bien allons-y, je vais me mettre ici, et je vais demander à Excel l'aide sur la fonction gauche. Ici, Excel me dit qu'il est capable de traiter un texte, et ici un nombre de caractères. Ben moi, le texte que je veux traiter, c'est le prénom, et le nombre de caractères, il me dit, indique le nombre de caractères à envoyer ainsi omis. En fait, ça veut dire que par défaut, il prend l'initiale. Ben, ça tombe bien, c'est ce que je veux faire. Ou je pourrais écrire 1 ici, mais ça reviendrait exactement au même. Allons-y, OK. Déjà, première chose, je vais double-cliquer sur la poignée de recopier qui est ici pour voir si ma formule s'étend bien jusqu'en bas. Elle s'étend automatiquement jusqu'en bas et ça fonctionne partout. Je remonte en haut. Deuxième élément, il faut que je mette derrière le nom de famille de cette personne et on vous dit que vous pouvez ajouter le nom de famille avec l'opérateur concaténation qui est en fait un et commercial. Et bien allons-y, je vais me mettre ici et je vais lui dire et le nom de famille, un peu comme si on faisait un plus, sauf que là on s'adresse à des chaînes de caractères, donc ça met l'une derrière l'autre. Si je fais entrer, ça a bien fonctionné, il m'a pris l'initiale du prénom avec derrière le nom de famille, c'est OK. Je peux double-cliquer si je veux, mais je pourrais le faire tout à la fin aussi, ça marcherait très bien. Je retourne sur l'énoncé. Maintenant, ce que l'on doit faire, c'est supprimer les espaces avec la fonction substitut. Alors, à quoi ça sert ça? Je vous montre, il y a des étudiants dont le nom de famille est en deux parties. Par exemple, de Germay, de Roquefeuille, et ben ça fait des noms d'utilisateurs avec des espaces, et ça ne plaît pas du tout à l'informatique, donc on va enlever ces espaces. Pour enlever ces espaces, on vous dit d'utiliser la fonction substitut. Alors, comment on fait ça? Ben, je vais me placer devant, vous voyez, je suis devant ma fonction gauche, je demande à Excel de lancer la fonction substitut, et je vous montre tout de suite quelque chose. Là, si je mets le curseur ici, et que je lance l'assistant, il va mettre l'assistant de la fonction gauche. Si je mets le curseur ici, et que je lance l'assistant, il va mettre l'assistant de la fonction substitut. Je vous le prouve, je me mets ici, je suis sur gauche, je lance l'assistant, c'est l'assistant de la fonction gauche qui est lancé. Si je fais OK, alors la formule contient une erreur, oui on est d'accord. Si maintenant je me place ici, c'est substitut qui est en gras, en fait c'est ce qui est en gras en bas dont l'assistant va se lancer. Et bien si je lance assistant, c'est la fonction substitut qui est lancée, et en fait il a pris le premier élément et il l'a mis en argument, en premier argument. Ça tombe bien, c'est ce que je veux faire. Alors, la fonction substitut, elle me dit qu'elle traite en premier un texte, et que dans ce texte, elle remplace un ancien texte par un nouveau texte. En fait, elle va prendre toute une chaîne de caractères, et à l'intérieur, elle va détecter des éléments, par exemple des E, et les remplacer par un nouveau texte, on aurait pu mettre des A. Et bien nous, ce qu'on va lui dire, c'est que dans ce texte-là, on va remplacer les espaces, donc je vais lui mettre guillemets, espace, guillemets, et ça, je vais le remplacer par du vide. Ainsi, il va fermer les espaces, il va les écraser, les remplacer par du vide, et ça devrait fonctionner. Si je fais OK, je double-clique pour vérifier que ça fonctionne, et je vais descendre au de Roquefeuille. Allons-y, de Germay, par exemple, les espaces ont bien disparu.
Alors, j'ai un autre problème, j'ai des étudiants qui ont un apostrophe dans leur nom de famille, et ça aussi, ça pose problème. Donc je veux les supprimer aussi. Eh ben, on va retourner sur la première ligne, et on va continuer d'augmenter et de compliquer cette formule. Je vais me replacer devant, et je relance un autre substitut. Donc vous voyez, j'ai bien un substitut du substitut, et pour être tout à fait tranquille, je me place bien sur lui. C'est lui qui est en gras, si je lance l'assistant, il lance bien l'assistant sur le substitut qui est tout autour. Dans ce deuxième substitut, eh ben, je vais lui dire, je remplace l'apostrophe, donc guillemets, apostrophe, guillemets, par du vide, guillemets, guillemets. Si je fais OK, je vais double-cliquer et je vais aller voir, j'avais donc Dassonville. Alors, Dassonville, la voilà, la guillemet a bien disparu. L'apostrophe a bien disparu, c'est top. Toute dernière étape sur cette création de la fonction utilisateur, on vous dit, elle doit être en minuscule. Utilisez pour cela la fonction minuscule, je suis sur cette ligne-là. Et ben allons-y, je me place encore une fois tout en haut. Et devant toute cette fonction-là, je vais lui dire maintenant minuscule de tout ça. Allons-y. Alors minuscule, c'est hyper simple, j'ai même pas besoin de lancer l'aide, c'est minuscule du texte qui est derrière. Je ferme la parenthèse, entrée. Ça m'a bien fait pour la première utilisatrice Emma Bourif, et puis ensuite EACED, etc. Ça fonctionne pour tout le monde. Top. Partie suivante. Allons-y, on continue. Deuxième partie, la colonne note S2. C'est une note comprise entre 0 et 20, et on va utiliser la fonction aléa pour faire ça. En fait, on va générer des notes aléatoires. On veut faire une simulation de ce qui pourrait se passer au semestre 2. Rassurez-vous, je n'utilise pas cette fonction pour vos notes. Alors, allons-y, je vais lancer l'aide de la fonction aléa, et on va voir ce qui se passe. Si je demande aléa ici, il me dit que c'est une fonction qui ne prend pas d'argument et qui renvoie une valeur entre 0 et 1. Ok, très bien. Et ben moi, si je veux transformer cette valeur entre 0 et 1 en une valeur entre 0 et 20, c'est tout simple. Je la multiplie par 20 et je fais OK. Alors, je vais vous montrer un truc un petit peu étonnant avec la fonction aléa. Ici, je prends cette formule, par exemple, et je la copie en bas. Vous voyez, pour le moment, ma valeur dans cette première cellule, c'est 6,98. Et ben, si je double-clique, maintenant, cette valeur a changé. Et si je fais n'importe quoi dans la feuille, et ben hop, les valeurs ici se recalculent. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, aléa se recalcule à chaque fois. Toutes les fonctions, d'ailleurs, toutes les fonctions Excel se recalculent à chaque fois qu'on fait une différence dans la feuille. Par exemple, quand je mets un 2 ici, au moment où je fais entrer, les fonctions qui sont ici, elles aussi se recalculent, pour prendre en compte ce 2 si jamais il y avait besoin de le prendre en compte. Ce qu'il y a, c'est que ces fonctions-là, elles gardent leur valeur tout le temps. Par contre, la fonction aléa, comme elle se recalcule à chaque fois, ben, elle lance un nouveau tirage, et à chaque fois qu'on lui demande de recalculer quoi que ce soit, et ben hop, nouveau tirage, et toutes les fonctions aléa se remettent à jour. Ceci explique que quand je vous donne sur Moodle, je vous montre ici un exemple de valeur à obtenir, bah, c'est que un exemple, parce que dans ma version à moi, je vais revenir sur mon fichier Excel, dans ma version à moi, bah, les versions d'aléas qui sont ici sont forcément différentes de la vôtre, donc bah, vous n'aurez pas exactement les mêmes valeurs que moi à partir d'ici et donc jusqu'à la fin, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce que ça doit donner. C'est fait pour aléa. Je vous laisse remplir le rang. Je vous dis juste de vous méfier d'un truc classique sur le rang. Il faudra toujours aller vérifier tout en bas, que vos dernières valeurs du rang ne deviennent pas des 1 pour tout le monde. Ils ne sont pas tous premiers de la classe. Il y a des choses à figer dans le rang pour que ça fonctionne bien partout. La note arrondie, je vous laisse faire aussi. Et je vais maintenant m'intéresser à la note S1. Alors, sur l'énoncé, on vous dit, je passe sous silence aussi, en fait j'ai passé sous silence des tableaux croisés dynamiques que je vous laisse faire, vous devriez y arriver. Et j'ai sauté directement au grand 7. Le grand 7, on dit qu'on va aller récupérer les notes au premier semestre de chacun de nos étudiants, et que ces notes sont dans un fichier que je vous ai fourni juste à côté. Alors allons voir ça. Ici, effectivement, j'ai un fichier note S1. Je le télécharge, je lance. Ce fichier contient la liste de tous les étudiants dans un ordre différent de celui de tout à l'heure. Pour chaque étudiant, j'ai son numéro, c'est en fait lui la clé d'identifiant, son nom, son prénom et la note qu'il avait au S1.
Alors, pour récupérer ça, et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une fonction de recherche. Donc je reviens ici, je me mets sur les données, et pour récupérer la fonction, la note que cet étudiant-là a eu au S1, je vais déclencher une fonction de recherche. Donc allons-y, je lance le recherche V qu'on a déjà fait une fois en cours, et je vais lui dire la valeur cherchée, c'est l'identifiant de cette personne. La base de données, c'est, eh ben, on va aller chercher le fichier avec toutes les notes. Allons-y, c'est tout ce bloc-là. OK. Et la colonne à renvoyer, eh ben, la note, elle est sur la 4e colonne de la base de données, donc c'est 4. Et entrée. Alors, il me sort 11,02 pour Meriem, et quand je double-clique, regardez ce qui se passe. Il y en a plein qui ont 11,02, il y en a un qui a dièse-ENA, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais retourner voir la fonction recherche V. En fait, recherche V, elle a un dernier argument qu'on n'avait pas utilisé jusqu'ici, donc je l'avais passé sous silence. Pourtant, ce dernier argument est très important. Ce dernier argument vous dit que, par défaut, si on met rien là-dedans, il fait des recherches approximatives dans la base de données. Et en fait, quand il fait cette recherche approximative, il part du principe que la base de données est classée par ordre croissant de numéros d'étudiants, ce qui n'est pas le cas dans notre cas. Et il vous dit que si vous voulez une recherche exacte dans une liste qui ne serait pas classée par ordre croissant, et ben vous mettez ici la valeur faux. Si on met ici la valeur faux, et que je fais OK, ben en fait valeur faux, ça veut dire que je veux pas une valeur proche, je veux une valeur exacte. Et que je fais OK, et ben la première Abourif, elle a 10, 19, je vais double-cliquer, déjà ça a une bien meilleure tête. On va aller voir, là ils sont par ordre alphabétique, je vais aller vérifier. Le premier ici, bah, par exemple Abourif, on va aller... Non, ils sont complètement dans le désordre ici. Je vais prendre le premier ici et le vérifier sur l'autre liste. Par exemple, Vergniaud, 12,322. Et ben allons chercher Vergniaud. Dans mon fichier qui est ici, Vergniaud va être vers le bas. On peut directement aller tout en bas en fait. Vergniaud qui est ici, 12,322, c'est parfait. Et puis je pourrais vérifier d'autres cas dans le détail, mais c'est tout parfait. Alors, je vous demande ensuite, ici, de calculer le nom sur le fichier noté simple. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Parce que je veux que vous déclenchiez exactement la même recherche que celle-ci, mais en sortant cette fois-ci la colonne qui contient le nom. Pourquoi? Pour vérifier que quand vous faites le même type de recherche, vous trouvez bien le nom Abourif pour cet étudiant-là. Et puis le nom ACED pour cette étudiante-là, ce qui vous permettra de vérifier que votre recherche que vous avez fait ici, elle est correcte. Si la formule utilisée pour la recherche ici, quand je l'adapte au nom ici, je trouve bien le nom de chacun des gamins, c'est que ma recherche qui est ici est correcte et que je peux être rassuré sur les données que j'ai sorties. Je vous laisse ensuite remplir moyenne annuelle, moyenne arrondie, ainsi que tous les tableaux croisés dynamiques. J'ai passé sous silence un bon nombre de choses, parce qu'en fait, ce que j'ai fait devant vous, c'est le grand 1 et le grand 2 et 3, et puis je suis passée au grand 7, et en fait, j'ai pas fait tous les autres. Et il reste pas mal de questions à faire. Vous allez y arriver, et puis de toute façon, je suis là pour répondre à vos questions.